Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. C'est très précieux. Mille merci et très bonne entrevue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Louis Harwell. Jean-Louis Harwell que j'ai reçu déjà plusieurs fois sur ma chaîne, alors que ce soit sur la peine de mort, les droits de l'homme ou encore la culture et contre-culture. Et aujourd'hui, je le reçois pour cet ouvrage qu'il a publié déjà il y a un certain temps, Histoire de l'urbanisme. Alors on va aborder ce petit ouvrage, ce que sais-je, afin de comprendre l'urbanisme en général. Mais tout d'abord, cher Jean-Louis Harwell, mille merci d'avoir encore une fois accepté mon invitation. Écoutez, une fois encore, mille merci à vous de m'avoir invité. Alors pour la petite histoire, comme ça nos auditeurs et téléspectateurs sauront pourquoi je vous reçois pour cet ouvrage. Alors en toute modestie, comme le nombre d'invités de qualité ne cesse de diminuer au fur et à mesure des années, je suis allé sur le site internet AB Books, que je mettrai aussi dans la description, ou livrerare.com, sauf erreur, qui sont au final, un recensement des bouquinistes du monde entier. Et puis j'ai tapé Jean-Louis Harwell sur AB Book, et je suis tombé sur ces ouvrages, publiés il y a déjà 30 ans, et plus réédités malheureusement. Alors il y avait l'histoire de l'expropriation, l'histoire de l'urbanisme, et je me suis dit, ah, c'est intéressant. Alors je l'ai commandé, j'ai tout de suite écrit à Jean-Louis Harwell pour lui proposer une émission, sans même avoir lu l'ouvrage, parce qu'avec Jean-Louis Harwell, je ne prenais pas beaucoup de risques, si ce n'est aucun. Je vais rougir. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour enregistrer cette émission. Alors peut-être la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi cet ouvrage? Pourquoi avoir traité du sujet de l'urbanisme, alors que, voilà, de nos jours, ou si les personnes ont suivi nos émissions, on a traité de la peine de mort, on a traité des droits de l'homme, on a traité de différents sujets qui, semblerait-il, n'ont pas vraiment beaucoup de lien avec l'histoire de l'urbanisme. Pas beaucoup de liens, c'est sans doute vrai, mais en réalité, tout a toujours des liens avec tout. Et j'ai commencé par l'urbanisme parce que, je veux dire, quand j'étais enfant, adolescent, très jeune adulte, j'étais principalement intéressé par les questions ayant rapport à l'esthétique. De vie, au cadre naturel, au cadre urbain. J'étais, j'ai vécu je suis né en 1944, j'ai vu arriver cet immense déferlement, des banlieues, mais pas des banlieues à l'ancienne, des grands ensembles, j'ai vu également le modernisme, déferler sur Paris. Je me rappelle, j'étais dans les années, au milieu des années 60, je me rappelle, j'étais dans le train entre Paris et Chantilly, j'avais acheté Le Monde, et je découvre avec stupéfaction, ça devait être vers 1964 ou 5 ou 6, je ne sais plus, que le gouvernement du général de Gaulle avait décidé de raser tout ce qu'il y avait entre le Palais Royal et la place des Vosges. Grosso modo, c'était et les archives nationales. Grosso modo, c'était ça. Donc tout le centre historique de Paris, qui a été quand même en grande partie conservé, des endroits comme la rue Quincampoix, où il y avait la Banque de l'eau, tout ça aurait été rasé et transformé en un gigantesque espace avec des pelouses et des tours gigantesques comme Le Corbusier l'aurait conçu. Donc, si vous voulez, j'ai beaucoup vu ça. J'ai vu également, j'ai assisté également au déferlement pavillonnaire sur les campagnes françaises. Et comme en même temps, j'avais beaucoup, dans mon enfance, grâce à mes parents, été dans de nombreux pays, dans toute l'Europe et même jusqu'à la Turquie. Donc d'abord, je connaissais le monde ancien à la française.
j'ai quand même, dans mon enfance, quand j'avais 5 ans, il y avait encore en France 30 de la population active dans l'agriculture. Et c'était un monde évidemment totalement différent. J'ai connu l'époque où les villes s'arrêtaient net et vous commenciez la campagne, ou quasiment ça. Je me rappelle encore une ville comme Cahors, 30 000 habitants. Vous sortiez de Cahors, vous quittiez la ville, vous étiez en pleine campagne. Vous aviez des champs, des prés, des vignes, des bois, etc. Donc j'ai vécu avec une grande sensibilité à ces questions-là. Et j'ai vécu beaucoup les bouleversements des années 1950 en matière urbaine en France. Et à certains égards dans le monde. Alors j'ai retrouvé les mêmes problèmes quand je suis allé en Chine en 1988. Je me rappelle encore une petite ville qui s'appelle Le Cham. Alors j'ai vu dans les grandes villes qu'on rasait systématiquement tous les quartiers anciens. Enfin, c'était un monstrueux modernisme. J'ai vu une petite ville en chinoise ancienne qui était en train d'être détruite. C'était en 88 et tout ça allait être remplacé. J'ai vu, j'ai vu dans mon enfance une Espagne prodigieusement authentique, euh, dans laquelle on était encore dans le monde de Cervantes. J'ai vu Santiana del Mar. J'ai vu Santiana del Mar, qui était une ville merveilleusement belle et en même temps d'une authenticité extraordinaire. On était au XVIIe siècle. Il y avait dans les rues des ânes, il y avait dans les rues des moutons, des chèvres, des poules, des canards. Tout ça sur les galets des rues. J'ai couché à Guadeloupe dans une auberge où on aurait pu se tourner des scènes du Don Quichotte. J'ai dormi dans une chambre où il n'y avait pas de fenêtre, mais simplement un espace de respiration en haut et en bas de la cloison. On se croyait vraiment dans le Don Quichotte. Au moment où il perce les outres dans l'auberge, là. Donc, si vous voulez, j'ai été très, très sensible à ces changements. En même temps, je dois dire aussi que dans mon enfance, je vivais à Chantilly, pas loin de Creil, et Creil était déjà à l'époque un très important centre industriel. Creil, Mondataire, Nogent-sur-Oise, et bah, je souffrais également de la laideur du paysage industriel. Donc j'ai été très sensibilisé à ces questions, et quand j'ai choisi, j'ai obtenu mon baccalauréat en 61, j'avais 17 ans, j'ai fait Sciences Po, j'ai diplômé de Sciences Po à 20 ans, et j'ai parallèlement entamé une licence en droit et j'ai fait une thèse de droit. Je devais faire une thèse de droit public. Finalement, je me suis orienté vers l'histoire du droit, où j'ai trouvé un goût de la culture et une non-spécialisation infiniment conforme à, j'allais dire à mon génie, disons à mon caractère. Et quand j'ai dû choisir un sujet de thèse, eh bien, j'ai inventé comme sujet le droit de la construction et de l'urbanisme en France au XVIIIe siècle. Donc à partir de là, tout naturellement, et c'est un, c'est un collègue. J'étais à l'époque jeune agrégé, j'enseignais à Poitiers, je faisais des cours à Limoges, et dans le train qui nous ramenait de Limoges vers Paris, un historien du droit, maintenant disparu, était un homme d'une grande culture, une grande originalité d'esprit, qui s'appelait Jacques Fitilis. Au doyen Jacques Fitilis me dit, tu sais, j'ai un que sais-je au PUF, histoire de l'urbanisme, j'ai pas le temps de le faire, veux-tu le faire? Écrit de ma part, j'ai écrit, on m'a donné le que sais-je. Très bien. Peut-être alors maintenant, peut-être nous expliquer qu'est-ce que l'urbanisme? Eh bien, il y a deux conceptions du terme urbanisme, deux sens à mettre derrière le mot urbanisme. D'abord, c'est un néologisme. C'est un néologisme euh, dont, dont la paternité, quand j'ai été étudiant, on le faisait remonter aux années 1920. Maintenant, on a trouvé ce terme urbanisme sous la plume de Cerda. Cerda, qui est un grand architecte catalan, qui est l'auteur du plan d'extension de Barcelone dans les années 1860. Donc c'est lui qui invente ce terme urbanisme. Et il y a dans cette terminologie d'urbanisme, dans l'invention de ce terme, il y a une prétention scientifique, si vous voulez. C'est le 19e siècle, le siècle du scientisme, du progressisme. On invente des sciences, on invente la sociologie. La sociologie qui se veut une science,
l'urbanisme se veut une science. On veut faire des sciences, on veut du dur. Alors que traditionnellement, on faisait de l'art urbain. Depuis l'Antiquité, on faisait de l'art urbain. Maintenant, on veut que ça soit une science qui ait la même rigueur que les sciences dures, que la mathématique ou la physique. Pour autant, sous ce mot d'urbanisme, on englobe aussi évidemment tous les arts urbains qui, dans toutes les civilisations, depuis la naissance des premières civilisations urbaines, qui dans toutes les civilisations a cherché à concevoir et organiser la ville au mieux. Donc il y a cette double signification, soit une discipline à prétention scientifique, soit une désignation de cette très vieille tradition transmise de génération en génération et évidemment modifiée, adaptée, de l'art urbain. Très bien. Alors vous commencez votre ouvrage par un chapitre sur l'urbanisme antique, la Grèce et Rome. Alors je vais lire peut-être le premier paragraphe et ensuite vous pourrez développer parce que tout commence de là, semblerait-il. Entre l'urbanisme grec et l'urbanisme romain, il n'y a pas de rupture, mais continuité. Qu'il s'agisse de la structure urbaine, des équipements publics, des soucis d'esthétique, les leçons de la Grèce, mêlées aux traditions urbaines étrusques, sont directement à l'origine de l'urbanisme romain. Alors peut-être pourriez-vous un peu nous en parler un peu plus de cet urbanisme grec puis romain qui aboutirait, semblerait-il, jusqu'au XVIIe, fin du XVIe, avant justement l'arrivée de cet urbanisme du XVIIe et du XVIIIe. Oui. Et j'ajouterais même, qu'il y a un courant qui vient de cet urbanisme grec et romain qui va évidemment se métamorphoser, mais qui va jusqu'au 19e et même au début 20e, à travers notamment l'enseignement académique des écoles des beaux-arts, on va continuer à mettre des triglyphes et des métopes et des frises et des gouttes, et tout ce vocabulaire et des colonnades et tout ce vocabulaire architectural de l'urbanisme grec et romain va venir presque jusqu'à nous. Et on peut même en voir d'ultimes traces avec Bofill, avec l'architecte et urbaniste catalan Ricardo Bofill, dans ses quartiers, par exemple à Montpellier ou sa place de Catalogne à Paris. Il y a encore une référence évidemment avec un gigantisme, mais aussi bien, ce gigantisme n'est-il pas étranger par principe à l'urbanisme gréco-romain? Alors, l'urbanisme grec, euh, on va pas refaire l'histoire de la ville grecque. On va dire que l'urbanisme grec, il correspond à un goût de la rationalité, qui est cousin du développement de la pensée philosophique et mathématique dans le monde grec et notamment dans le monde de l'Ionie, c'est-à-dire cette Grèce d'Asie mineure qui maintenant est en Turquie. Milet, Éphèse, toutes ces grandes cités grecques sont évidemment maintenant en Turquie. Les villes grecques n'avaient pas de structuration particulière, elles étaient de conception assez spontanée jusqu'au 5e siècle, jusqu'au moment où, après l'invasion perse, on va rebâtir la ville de Milet selon un plan qui est un plan, comment dirais-je, orthogonal, c'est-à-dire en damier, en échiquier, comme on veut, un plan orthogonal. Et ensuite, ce plan orthogonal va être transféré en Grèce continentale au Pirée, le port d'Athènes. Lorsque le Pirée a été brûlé par les Perses à la suite de l'invasion, qui se termine à Salamine, le Pirée est reconstruit par un personnage assez mal connu, assez mythique, Hippodamos. Hippodamos de Milet, donc c'est un Ionien, il vient de cette Grèce de l'Ionie, et il a introduit en Grèce continentale ce qu'on appelle maintenant le plan hippodamique, c'est-à-dire le plan en échiquier, le plan quadrillé. Pour autant, dans le monde grec stricto sensu, l'urbanisme reste dans des dimensions, à la dimension de la cité. Il reste à la dimension de la cité, et ce plan orthogonal va rester dans des proportions modestes et des dimensions modestes. Il va y avoir néanmoins un
une métamorphose vers le gigantisme qui s'esquisse à l'époque hellénistique. Lorsque les lieutenants d'Alexandre vont se partager son immense empire, eh bien, dans la logique dans la logique du spectaculaire qui caractérise l'époque hellénistique, on va avoir, par exemple, à Alexandrie, cette ville grecque d'Alexandrie, il va y avoir la capitale des Ptolémées, il va y avoir des avenues gigantesques qui permettent le passage des grandes parades, organisées par le régime. Et il va y avoir Pergame aussi, Pergame, le prodigieux décor urbain de Pergame, dont on le sait, le grand hôtel de Pergame est actuellement au musée de Berlin. Eh bien, Pergame, c'est également l'urbanisme grec, mais l'urbanisme de la cité grecque classique, mais multiplié, devenu grandiose. Et ça sera, cet héritage va passer à Rome. Cet héritage va passer à Rome avec des spécificités de l'urbanisme romain qui tiennent largement à ses origines étrusques, et notamment le rituel d'orientation, le rituel de fondation des villes. Ce rituel de fondation des villes qui fait que chez les Romains, la fondation de la ville est plus religieuse encore que chez les Grecs. Bien sûr que dans la Grèce antique, il y avait une dimension religieuse dans la fondation de la ville, et on ne faisait pas des villes n'importe comment. Par exemple, quand des Grecs partaient d'une cité pour fonder une colonie, on allait solliciter les dieux pour savoir où il fallait s'installer. On n'allait pas s'installer n'importe où. Par exemple, lorsque Bisax et ses compagnons sont partis pour fonder ce qui allait devenir Byzance, puis Constantinople, ils sont allés trouver l'oracle de Delphes, et la sibylle de Delphes, la Pythie, leur a dit « Installez-vous en face des aveugles. Installez-vous en face des aveugles. » Alors après, il fallait interpréter. Donc ils sont partis sur leur trirème, ils sont partis et ils sont arrivés jusque dans le Bosphore, et là, ils ont vu qu'il y avait à droite, sur le côté asiatique, une cité qui correspond à Scutari, l'Ouskoudar, la ville turque d'Ouskoudar, Scutari. Et ils ont vu à gauche, ils ont vu en face un site maritime, un site portuaire prodigieux, avec la Corde d'Or. Et ils ont décidé qu'ils étaient arrivés en face des aveugles, puisque ces imbéciles avaient été se mettre sur la rive asiatique à Ouskoudar au lieu de s'installer dans la Corde d'Or. Donc voilà comment la dimension religieuse intervenait toujours dans l'installation d'une création urbaine. Dans l'urbanisme romain, c'était plus systématisé encore, puisqu'il y avait non seulement, au moment de la fondation de la ville, la prise d'hospices, mais qu'ensuite, donc on faisait manger les poulets sacrés pour savoir, ou d'autres, on interrogeait les foies, les entrailles, les foies des victimes. Les aruspices interrogeaient les foies pour savoir si la divinité, là où les divinités étaient d'accord ou non avec la fondation de la ville. Et ensuite, le rituel la dimension religieuse se poursuivait dans l'orientation et dans la limitation. Alors l'orientation, il s'agissait d'inscrire la ville dans l'ordre général du monde. Donc on traçait les deux axes, le cardo et le decumanus. Alors le cardo correspondait à l'axe sur lequel aurait tourné un plan qui aurait suivi le cours du Soleil. Donc c'était l'axe de rotation. Le cardo en latin, c'est le gond. La porte tourne autour du cardo. Eh bien, une gigantesque porte tournerait autour de ce cardo, et en suivant le Soleil, on déterminerait l'axe, et ainsi la ville s'inscrivait dans l'ordre général du monde. Et ensuite, à angle droit, on traçait le decumanus. Et le decumanus et le cardo, il étaient les deux grands axes de la ville romaine. Cette volonté de s'inscrire dans l'ordre général du monde, d'ailleurs, elle caractérise à beaucoup d'égards la civilisation occidentale, puisque on a la royauté française, par exemple, a repris des monarchies hellénistiques cette idée que le roi doit s'inscrire dans l'ordre général du monde, et c'est pour ça que dans toutes les chambres royales, vous avez une coupole.
dans toutes les chambres royales, on remarquera qu'il y a toujours une coupole. Elle n'est pas forcément énorme, c'est pas forcément une pièce en dôme, mais notamment au-dessus de la tête du lit dans les chambres royales ou dans la salle du conseil, on voit un dôme, et ce dôme évoque l'orbe du monde, l'ordre général du monde, et comme ça, le souverain, là où il est, où qu'il soit, il est au centre de l'ordre général du monde. Alors ensuite, il y avait la limitatio qui était très importante également chez les Romains, c'était le fait de tracer un sillon qui ferait la périphérie de la ville. Alors ce sillon n'était pas tracé n'importe comment. Le fondateur de ville, vêtu d'une toge blanche, prenait les manchons d'une charrue, traînés par un taureau noir et une génisse blanche, et il traçait ainsi le sillon, le pomerium, le sillon qui entourait la ville. Et il soulevait son soc de charrue à l'emplacement des portes, parce que c'est tout à fait extraordinaire, mais en traçant ce sillon, on libérait les divinités infernales, les divinités chtoniennes, les divinités du sous-sol, qui sont des divinités dangereuses et malfaisantes, on les libérait et on les érigeait comme protectrices du sol urbain. C'est-à-dire que celui qui franchissait ce sillon se vouait lui-même aux dieux infernaux. Et pas une protection plus efficace que cette protection divine. Et c'est comme ça qu'on comprend le meurtre de Rémus par Romulus. Vous savez que Romulus et Rémus voulaient chacun fonder la ville, que Romulus a vu deux fois plus de vautours que Rémus, donc c'est lui qui a fait le rite, qui a tracé le pomerium, et Rémus, par dépit, a sauté par-dessus son sillon. Et son frère lui prend un javelot, le tue. Et il le tue parce qu'il s'est voué lui-même aux dieux infernaux. Donc il mérite la mort. Et ensuite, il y avait la consécration, et le sol de la ville était consacré aux divinités positives. Pour les Romains, c'était la triade capitoline, qui avait son sanctuaire sur le Capitole, dans le temple de Jupiter Optimus Maximus, et Jupiter Junon Minerve. La ville était donc vouée aux dieux positifs et notamment à la triade capitoline. Et les divinités infernales étaient expulsées. Les divinités malfaisantes étaient expulsées du sol de la ville. Elles étaient enfermées et on les enfermait dans un caveau symbolique sur lequel on mettait une dalle de fermeture qu'on enlevait un jour par an. Et pendant 7 journées, chaque année, il fallait rester chez soi. Parce que les divinités infernales envahissaient la ville, et il fallait rester chez soi. Et c'est pour ça également que les Romains ne voulaient pas de sépulture dans la ville. Parce que les morts sont malfaisants. C'est pour ça que les morts sont malfaisants, donc pas de sépulture dans la ville. C'est pour ça que les sépultures, les nécropoles romaines, c'était le long des routes qui partaient de chaque ville, à Rome, à Pompéi, partout. Les sépultures étaient toujours à l'extérieur de la ville. On a encore à Rome toutes les sépultures de la Via Appia Antiqua, avec notamment le tombeau de Cecilia Metella, mais une infinité d'autres tombeaux, des tombes individuelles, des tombes collectives. Les patriciens se faisaient construire, les grandes familles patriciennes se faisaient construire de gigantesques tombes qui étaient comme des immeubles à de nombreux étages, sans fenêtres, et à l'intérieur, il y avait de gigantesques galeries. Et sur ces galeries, il y avait des rangées et des rangées et des rangées d'alvéoles dans lesquelles étaient des urnes funéraires. Alors, non seulement de la famille proprement dite, mais de toute la clientèle, de tous ceux qui gravitaient autour de ces grandes jintesses patriciennes. Donc voilà. Et cet urbanisme romain, voilà sa dimension religieuse. Le rempart existe, mais le rempart, au fond, est moins important que le pomerium. C'est le pomerium, fondamentalement, qui est l'élément défensif. Alors cet urbanisme romain, il va recevoir l'apport de l'urbanisme grec,
et de l'urbanisme étrusque. Et l'urbanisme grec, il n'est pas loin. Géographiquement, il n'est pas loin. Rome, l'urbanisme grec, ça commence à Naples, hein. Naples est une ville grecque, Cume est une ville grecque, tout le sud de l'Italie, c'est des villes grecques, la Sicile, c'est des villes grecques, Marseille, c'est grec. Donc on peut dire que ce petit État romain, dans ses premiers siècles, est environné non seulement d'Étrusques au nord, très proche, mais encore de toute une civilisation grecque extrêmement riche, opulente, avec des belles villes correspondant au canon d'urbanisme grec. Tout ça est très proche, très vivant de Rome. Très proche de Rome et très vivant. Le modèle est présent. Et on connaît la formule d'Horace selon laquelle Rome, la Grèce vaincue a conquis son sauvage vainqueur. Effectivement, à partir de la conquête de la Grèce, quand Flaminius va avoir opéré la conquête de la Grèce, eh bien, on peut dire que la civilisation romaine est devenue gréco-romaine. Et l'urbanisme romain va se déployer dans cet immense espace qui va de l'Écosse, qui va des frontières de l'Écosse jusqu'à la Syrie et à la Mésopotamie actuelle, jusqu'aux frontières de l'Iran. Et il va y avoir des modèles urbains qui se retrouvent avec une extraordinaire régularité, avec des particularités régionales ou locales, mais qui se retrouvent avec une extraordinaire régularité. Et sous l'influence de l'urbanisme romain, on va d'ailleurs donner une monumentalité à des cités plus anciennes qui vont être remodelées et où on va notamment créer cette spécificité de l'urbanisme romain qui est la grande voie triomphale avec des portiques, c'est-à-dire des colonnades de part et d'autre de la voie triomphale, comme celle qu'on trouve à Palmyre. Palmyre, donc, qui a été cette ville martyre de Daesh, eh bien, c'est un des joyaux de l'urbanisme romain. J'ajouterais que l'urbanisme grec et l'urbanisme romain ont chacun leur spécificité. L'urbanisme grec a inventé le théâtre. Le théâtre est une invention architecturale et urbanistique grecque. C'est au départ c'est quelque chose de purement religieux, le théâtre. Il s'agit de célébration du culte de Bacchos, de Dionysos. Et on le célébrait dans des espaces naturels ou artificiels qui s'y prêtaient. Les gens s'asseyaient sur des pentes gazonnées, et puis on célébrait le culte du dieu. Et puis petit à petit, on va passer à des grandes structures taillées dans le rocher, et avec un mur de scène construit, comme à Épidaure, comme à Syracuse, comme en bien d'autres lieux. Et le théâtre va évoluer dans son contenu, puisque alors qu'au départ c'était... Mais toujours sur la scène du théâtre, il y aura l'hôtel de Bacchus. Si on va à Athènes, au théâtre, dans l'Odéon d'Hérotaticus, ou au théâtre de Dionysos, il y a d'ailleurs le théâtre d'Athènes, le principal théâtre, c'est quand même le théâtre de Dionysos, c'est pas par hasard. C'est parce que le théâtre est par définition dédié à Dionysos. Et il y a toujours l'hôtel du dieu. Mais le théâtre évolue, devient quelque chose qui est beaucoup plus littéraire que religieux. On raconte des histoires, et des histoires de plus en plus éloignées du dieu et même du tragique. On commence à faire des comédies. Et néanmoins, les conservateurs, les conservateurs disaient, mais que reste-t-il à Dionysos là-dedans? Il n'y a plus grand-chose, sauf que le chœur antique, celui qui narre, qui explique, qui commente. Le chœur antique était formé de gens déguisés en satyres. C'est pour ça qu'on parle de drame satirique. Ils étaient déguisés en satyres, et les satyres étaient des prêtres de Dionysos. Ils faisaient partie du cortège dionysiaque. Il ne restait plus à Dionysos que le chœur composé de satyres. Et Rome l'urbanisme romain a inventé des éléments majeurs. Alors, l'urbanisme grec, c'est l'agora, l'acropole, l'agora. L'acropole, la ville haute fortifiée, et ce siège du pouvoir politique
Puis, le pouvoir politique descendant dans la plaine avec la démocratie et s'installant sur la place publique, sur l'agora, l'acropole va se voir assigner un rôle principalement religieux. L'acropole d'Athènes est pleine de temples. Mais vous allez me dire, l'agora d'Athènes aussi, puisque le religieux est tellement partout qu'on le met partout. Et sur l'agora d'Athènes, qui était pourtant la place publique, eh bien, il y avait tellement de temples, petits et grands, parce qu'il n'y avait pas que il y avait pas que les grands temples. Il y avait également de petits hôtels, des statues, des monuments religieux votifs, qui fait qu'il était difficile d'y circuler sans se casser la figure. Tellement on était encombré d'éléments religieux. Rome, ses grands apports urbanistiques, c'est le forum, la place publique, qui était normalement à l'intersection des axes de la cité, à l'intersection du Decumanus et du Cardo, et avec toujours le temple du dieu principal. Sous la République, c'est Jupiter. On mettait dans toutes les villes romaines, on construisait un socle de pierre assez élevé, et on y juchait un temple de Jupiter capitolin. C'était le cas à Toulouse. Pourquoi est-ce qu'on appelle la mairie de Toulouse de Capitole? Parce qu'il y avait là un temple de Jupiter Optimus Maximus. Il y avait un temple de Jupiter capitolin. Au Moyen Âge, ces ruines ont été utilisées pour faire une forteresse. Dans cette forteresse s'est installée la municipalité. On appelait les magistrats municipaux de Toulouse les capitouls. On les appelait les capitouls parce qu'ils étaient au Capitole. Et actuellement encore, les vieux bâtiments ont disparu, sauf un donjon, mais on appelle toujours la mairie de Toulouse, dans sa version 18e siècle, on l'appelle toujours le Capitole. Sous l'Empire, le temple de Jupiter Optimus Maximus fait place à un temple du culte impérial. Donc le culte impérial se développe et il remplace, il devient le culte de Jupiter ne disparaît pas, mais il est déclassé et c'est le culte impérial qui devient le ciment véritablement du monde romain. Autre élément de l'urbanisme romain majeur, la basilique. La basilique, invention géniale, qui va combiner les activités commerciales, les activités judiciaires, et qui va devenir le prototype des églises d'Occident, puisque le plan basilical va être repris par les premières basiliques romaines avec la christianisation du monde romain. San Saba sur l'Aventin, par exemple, c'est une basilique. Plan basilical. Et c'est comme ça que l'urbanisme romain a inventé ce qui va devenir l'Église catholique. Et quelquefois d'ailleurs le temple protestant. Et les termes, autre élément majeur de l'urbanisme romain, les termes. Les Grecs avaient eu le gymnase. Le gymnase, toujours à l'extérieur de la ville, c'est là qu'on se livrait à des exercices physiques sous la protection des dieux d'ailleurs, et sous le vocable des dieux, mais c'est également là qu'on a installé, que des intellectuels ont installé les premières universités, l'académie, Platon, le lycée, Aristote. L'académie, c'était les jardins d'Académos. Le lycée, c'était les jardins d'Apollon lycien, le lycée d'Aristote. Et dans les deux cas, il y avait des espaces consacrés aux exercices physiques, des piscines, un gymnase. Puis il y avait également de la verdure. Puis il y avait également des bâtiments. Et on enseignait là, Aristote enseignait sous le portique. Sous le portique, oui, du gymnase, appelé le lycée. Eh bien, à Rome, ce sont les thermes, ces gigantesques édifices qui correspondent, qui vont être développés sous l'Empire, parce que dans le cadre de cet Empire romain, où au fond, spécialement à Rome, une immense population vit dans l'oisiveté, tous les problèmes de notre époque, l'Empire romain les a connus. Une partie de l'Empire a été ruinée par une autre. La partie occidentale de l'Empire a été ruinée par la partie africaine et orientale de l'Empire, tout simplement parce que les terres d'Afrique et les terres d'Orient, du Proche-Orient, étaient beaucoup plus fertiles que les terres d'Italie, plus fragmentées, plus pauvres. Donc, Rome ne vivait que par les gigantesques quantités d'alimentation qui étaient importées
à travers l'Empire à Rome, et la population romaine de la ville de Rome qui dépassait sous l'Empire le million d'habitants, eh bien cette population, elle vivait, on le sait, dans l'oisiveté, et elle vivait entretenue par les distributions alimentaires, amusée en permanence par les jeux du cirque, et distraite également par l'utilisation des termes qui étaient des lieux d'hygiène, de rencontres, de drague, et puis qui était également là le lieu où il y avait des bibliothèques. Dans les grands termes romains, vous aviez des salles où des gens comme Sénèque allaient chercher des manuscrits précieux, et où les intellectuels se retrouvaient. Donc il y avait également, parmi les bâtiments romains, il y avait également l'amphithéâtre, je l'ai évoqué, le théâtre, mais la différence du théâtre grec, il n'est plus creusé à flanc de colline, il est bâti, et le cirque. Le cirque, le cirque qui était... alors on dit les jeux du cirque, mais non, les jeux de l'amphithéâtre. Le Colisée est un amphithéâtre, et l'amphithéâtre, là, il y avait les combats de gladiateurs. Au cirque, il y avait les courses de chevaux. Au cirque, il y avait des courses de chevaux, et donc c'est un long espace entouré, c'est comme un gigantesque stade au fond. Ça fait un peu penser au stade d'Olympie, mais c'est un gigantesque stade avec une grande bande de maçonnerie au milieu qu'on appelle la spina, l'épine dorsale, la spina. Les chars attelés courent et tournent autour de cette spina, et comme tout ça est un peu sadique, on met aux chars d'énormes moyeux saillants pour espérer soit qu'ils vont s'accrocher entre eux, et donc il y aura un accident bien sanglant qui va flatter le sadisme du public, soit qu'ils vont accrocher la bande de la spina en tournant. Et le cirque, on a encore entre le Palatin et l'Esquilin, à Rome, il y avait le Circus Maximus, le grand cirque. Et à Constantinople, il y a toujours, entre Sainte-Sophie et la mosquée du Sultan Ahmed, il y a toujours l'ancien cirque de Justinien, avec les éléments décoratifs qui le décoraient. Au centre, il y avait la colonne serpentine que les Romains avaient volée à Delphes, cette colonne de bronze, colonne torse en bronze gigantesque sur laquelle il y avait le trépied de la Pythie posé sur des têtes de serpents. Donc tout ça avait été pris à Delphes. Il y avait l'obélisque de Théodose. Théodose avait fait venir un obélisque d'Égypte. Et puis, à l'autre bout, comme il n'y avait pas d'obélisque à mettre en parallèle, en symétrique, il y avait un obélisque de maçonnerie qu'on appelle toujours l'obélisque muré. Chers amis, petit intermède dans cette entrevue. Vous êtes nombreux, malheureusement, à ne pas être abonnés à la chaîne alors que vous visionnez du contenu qui visiblement vous intéresse. Donc je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour permettre d'agrandir notre communauté et de renforcer le catholicisme sur YouTube. Mille merci et très bonne suite d'entrevue. Alors, c'est évidemment extrêmement intéressant et complet et on comprend beaucoup de choses par rapport à l'évolution jusqu'à nos jours. Alors, je vais peut-être citer deux points qui, moi, me semblent intéressants. Tout d'abord, je vais de nouveau citer le premier paragraphe du chapitre 2 sur la période médiévale. La période médiévale correspond en Europe à un immense essor urbain au cours duquel se constituèrent la plupart des agglomérations modernes, tandis qu'à la Renaissance, les créations urbaines furent beaucoup moins nombreuses. En outre, l'urbanisme médiéval et celui de la Renaissance diffèrent profondément par leur conception. Au Moyen Âge, l'on s'attache avant tout à la solution de problèmes concrets, sans esprit de système, avec le sens du relatif, ce qui n'exclut d'ailleurs pas d'admirables réussites esthétiques. À la Renaissance, au contraire, si l'urbanisme ne méconnaît pas les questions d'ordre pratique, il est surtout à la recherche, sous l'influence de l'Italie, d'un modèle de ville idéal, et s'efforce de définir les canons d'une esthétique urbaine à valeur universelle. Et un peu plus loin, au temps des grandes invasions, c'est l'Église qui a sauvé la vie urbaine. Chaque cité romaine était en effet le siège d'un évêché. L'évêque s'improvisa souvent le défenseur de la cité face aux barbares, et sa présence continue fut l'élément décisif qui empêcha de nombreuses villes de disparaître ou de dépérir totalement. À l'époque mérovingienne, la ville subsiste surtout grâce à sa fonction religieuse. Résidence de l'évêque et du personnel clérical qui l'entoure, elle demeure le lieu d'une certaine vie artisanale et marchande. Alors, qu'est-ce qu'on peut
peut-être on peut évidemment évoquer peut-être ce passage de l'urbanisme médiéval à Renaissance, mais peut-être aussi de l'urbanisme grec antique à l'urbanisme médiéval qui semblerait au final aussi une continuité, mais avec une touche peut-être de christianisme, une grande touche de christianisme. Avec une énorme touche de christianisme, effectivement. Le le c'est vrai que c'est l'évêque, d'ailleurs, très souvent, l'évêque porte le nom de défensor civitatis. Toute l'histoire de la période des grandes invasions montre des évêques organisant la défense, faisant bâtir des remparts, organisant même la défense militaire, organisant des convois de blé, enfin, permettant aux populations, parce que les, les structures, les structures laïques de l'Empire, enfin pas laïques au sens de non religieuse, les structures civiles de l'Empire s'effondrent. Et il ne reste plus du monde romain que sa structure religieuse. Et de facto, c'est l'évêque qui prend le relais. C'est l'évêque qui sauve, qui protège des populations soumises à l'invasion. Et l'évêque se taille à ce moment-là une stature tout à fait extraordinaire qu'on retrouve quand on va dans les villes françaises qui ont été jadis des civitates de l'Empire romain. C'est toujours le même récit, toujours le même récit. Au 5e siècle, l'évêque a joué ce rôle. Et c'est vrai que dans le monde qui suit, dans le monde mérovingien, c'est vrai que l'évêque est il est l'âme de la ville, c'est lui qui fait vivre la ville, c'est la fonction religieuse qui fait vivre la ville. Cela dit, c'est dans un contexte de comment dirais-je, de repli démographique, c'est dans un contexte de, de démographie pauvre. Et ce qui va permettre le renouveau de la ville en Occident, ce qui va permettre cette véritable explosion urbaine médiévale, c'est l'explosion démographique. La démographie, bien des auteurs l'ont signalé, c'est toujours la démographie qui explique les choses. Et j'ajouterai une chose qui n'est pas dans ce livre, parce qu'à l'époque je ne le savais pas, qui relie encore beaucoup le christianisme à cette explosion urbaine, c'est le fait que ce renouveau démographique, de manière classique, j'ai cité dans ce livre, parmi ses causes, la fin des invasions. Vous savez qu'au 9e et 10e siècle, il y a eu des invasions sarrasines, hongroises, normandes, qui ont été génératrices d'une immense insécurité dans tout le royaume franc, en Italie, partout. Et la fin des invasions, donc qui joue comme facteur de sécurité, qui favorise le renouveau démographique. Certains progrès techniques en agriculture, comme le collier d'attelage. Parce que dans l'Antiquité, on attelait des chevaux, mais on ne pouvait pas leur faire des gros travaux, étant donné qu'on leur mettait le collier autour du cou, sous forme de lanières de cuir qui les étranglait. On le voit sur les admirables chevaux de Corinthe, qui sont actuellement à Venise, dans une salle de musée, que j'ai eu le privilège dans mon enfance de voir sur la cathédrale, sur la basilique Saint-Marc elle-même. Je me rappelle, c'était extraordinaire d'être au pied de ces chevaux de bronze de Corinthe ils venaient de Corinthe, là, ils avaient été volés par les Romains à Corinthe et amenés en Italie. Eh bien, on voit bien que cet attelage des chevaux étranglait le cheval. Et on a inventé au Moyen-Âge, vers l'an 1000, le collier d'attelage qui permet de faire reposer tout l'effort sur les épaules du cheval. Et comme le cheval a une puissance de traction beaucoup plus forte qu'un bœuf, malgré les apparences, et je ne parle pas d'un cheval anglo-normand, je ne parle pas d'un cheval arabe, je parle de ces énormes chevaux qui portaient aussi les chevaliers et qui devaient être une puissance extraordinaire pour supporter les hommes en armure. Eh bien, ces énormes chevaux, les percherons, les boulonnais, ceux dont Victor Hugo dira c'était des hommes géants sur des chevaux colosses, ben, ces chevaux colosses, on les attelait à des herses, on les attelait à des charrues, et ils allaient beaucoup plus vite qu'un bœuf. La productivité, le nombre de sillons labourés à l'heure était infiniment plus grand avec un cheval qu'avec un bœuf. Le bœuf est lent, le cheval a un pas beaucoup plus rapide.
Et donc ça a permis des progrès indiscutables euh, dans dans l'agriculture, notamment dans les très grandes plaines. Ça n'a pas touché les zones montagneuses ou semi-montagneuses du Massif central, hein, ça. Moi, dans le Lot, dans le Lot, il y a une cinquantaine d'années, j'ai encore vu labourer des bouts de terrain avec un bœuf et une araire, avec une lame presque tangentielle au sol qui égratigne le sol sur 10 centimètres. Alors qu'avec avec l'invention de la charrue, avec le collier d'attelage et la charrue qu'on invente au Moyen Âge, avec le soc, le coutre, le coutre, le soc et le versoir, ce qui fait que la terre est soulevée et retombe herbe par-dessous, et qu'on n'a plus sous les yeux que la terre fraîche et vierge, eh bien, on a là des potentialités agricoles multipliées. Mais c'est là que je voulais en venir. Il y a un autre élément dont on ne parlait pas à l'époque et qui a été mis en évidence depuis par certains historiens, c'est qu'il semblerait que le renouveau démographique de l'Europe occidentale vers l'an 1000 soit la conséquence de la seigneurie banale. Dans le cadre de la petite seigneurie occidentale, il y a une prise en main des populations au niveau religieux, le seigneur, le curé de la paroisse, qui a permis une surveillance de la part, du fait de la seigneurie banale. Effectivement, les structures religieuses se sont multipliées, la paroisse est devenue beaucoup plus petite. Petite seigneurie, petite paroisse. Et dans le cadre de cette petite paroisse, le curé, appuyé par le seigneur, a pu lutter efficacement contre les pratiques d'infanticide et d'avortement. Bien sûr. Et c'est cette christianisation pratique et un peu militaire des populations qui a permis, semble-t-il, qui a très grandement contribué, semble-t-il, à ce renouveau démographique. Donc on voit bien que le christianisme est à l'origine de l'essor occidental en matière démographique, et on voit bien également que l'actuel déclin du christianisme est tout à fait lié et corrélé au déclin démographique de l'Europe occidentale. Absolument. Donc la ville médiévale, alors la ville médiévale, la ville chrétienne, la ville également active, prospère, artisanale, commerciale, ça a été une immense réalité humaine, une immense réalité pratique. Ça a été aussi la ville des cathédrales. Ça a été d'abord la ville des monastères. La ville a grandi. Au départ, la ville, c'était la petite cité romaine, mais petite parce qu'elle était devenue petite. Les cités romaines étaient grandes, mais avec les invasions, les cités romaines sont contractées, se sont enfermées dans d'étroites fortifications. Et ensuite, avec l'essor urbain du XIe siècle, vont venir s'ajouter à ces étroites fortifications des faubourgs de plus en plus importants, souvent des bourgs abbatiaux, parce que comme on enterrait, dans la ville antique, on enterrait à l'extérieur des villes, donc les grands martyrs, les principaux martyrs, ont été enterrés à l'extérieur des villes, sur le lieu de leur supplice à l'extérieur des villes. Et là, on a bâti une abbaye. Autour de cette abbaye autour de cela est venu s'agglomérer un faubourg abbatial. Et les villes ont grandi comme ça, de cette manière. Et ensuite, on a fait une clôture commune, un rempart commun pour englober la ville de l'évêque et les nouveaux quartiers. Quelquefois, d'ailleurs, il y a eu juxtaposition à Périgueux, à Limoges, par exemple. Il y a eu la cathédrale, l'ancienne ville romaine, et puis à côté le bourg abbatial, qui souvent devient plus important que l'ancienne ville elle-même, que la cité elle-même. Et on a eu comme ça des systèmes de binucléarité avec le noyau de la cité antique et le noyau du bourg abbatial, où se multiplient les activités économiques, le commerce, l'artisanat, etc. Et ça a fait rêver la ville médiévale. La ville médiévale a fait rêver, pardonnez-moi, les intellectuels du XIXe siècle vont se retourner vers la ville médiévale devant le traumatisme de l'industrialisation, vont se retourner vers la ville médiévale et y chercher des modèles. Mais, alors justement, parce que vous évoquez le fait que les villes se construisent autour des abbayes, mais aussi autour des châteaux,
Alors, vous donnez des exemples. Moi, je me permets de donner peut-être 2 petits et modestes exemples de la Suisse. On a évidemment le château de Romont, la ville de Romont qui est plutôt connue et puis sinon peut-être le château de Gruyère, qui est aussi évidemment, très très connu. Hem, Qu'est-ce qu'on peut dire justement par rapport à cela, de ces constructions qui se font autour d'éléments très forts, hein, donc le château, l'abbaye entre autres, ou même le château de Chillon, hein, parce que rappelons-nous la dernière fois lors de notre émission, vous aviez une très belle peinture du château de Chillon derrière vous. Et peut-être aussi quelle est la place du cimetière désormais dans les villes, puisque vous évoquiez précédemment que les cimetières et enfin, les sépultures étaient à l'extérieur des villes. Et il semblerait maintenant qu'on veuille plutôt les ramener pas à l'intérieur de la ville, mais en tout cas, comme le rapport à la mort est différent, euh, C'est fondamental cette affaire du rapport à la exactement mort, par effectivement. rapport avec le catholicisme, avec le christianisme, où on accueille la mort, je dirais, de manière beaucoup plus facile, hein, puisque notre rapport est différent. Alors qu'est-ce qu'on peut dire peut-être par rapport à Ouais. cela? Les morts ne sont plus comme à Rome des morts dangereux, ce ne sont plus des lémures, ce sont maintenant une classe d'âge parmi les autres. Et le cimetière, on enterre tout naturellement les morts autour de l'église. Les plus privilégiés, ceux qui ont le plus d'argent, le plus de chance, le plus de relations, arrivent à se faire enterrer dans l'église. C'est évidemment l'idéal. Et ensuite, l'important, c'est d'être en terre sacrée, en terre bénie. Et ensuite, même dans le cimetière, l'idéal, c'est d'être sub stilicidium, sous la gouttière, le plus près possible du lieu saint. Et en tout cas, le cimetière est un lieu de vie. Le cimetière est un lieu de vie, les morts ne font plus peur, les morts sont une classe d'âge parmi les autres, on les visite. Il n'y a pas d'ailleurs des tombeaux, sauf pour les très grandes familles, il n'y a pas d'ailleurs des tombeaux comme au XIXe siècle, avec chacun sa petite maison. On enterre directement dans le linceul. Alors le linceul, en fait, ce qu'on appelait un linceul, c'est simplement un drap. Quand on lit un inventaire du Moyen Âge ou même de l'Ancien Régime, on voit les draps de la maison, 5 linceuls, dont un fort usagé. Donc on mettait les morts dans un drap et on mettait ce drap dans la terre sacrée et on refermait. Et c'était un lieu de vie. Il y avait des cimetières. Il y avait des cimetières. On a connu par exemple encore au XVIIe, XVIIIe siècle en Bretagne un cimetière où se tenait le marché toutes les semaines. Dans d'autres endroits, les, les tisserands mettaient leurs draps à blanchir. Le cimetière était, les amoureux se rencontraient au cimetière le soir. C'était dans des villes assez extrêmement denses et où on avait très peu d'espace privé. Il était courant que les amoureux se donnent rendez-vous au cimetière le soir. Le cimetière ne faisait pas peur du tout. Les morts ne faisaient plus peur. Les morts étaient apprivoisés. Et c'est l'hygiénisme du XVIIIe siècle qui va brusquement réintroduire cette idée du mort dangereux et qui va inspirer la déclaration royale de Louis XVI en 1776, qui interdit la sépulture dans les églises et qui ordonne le transfert de tous les cimetières possibles, en principe de tous les cimetières, à la périphérie. Et il va y avoir quelque chose qui évoque ce qui s'est passé en Chine. La Chine communiste, vous le savez, la Chine maoïste a interdit les sépultures dans les champs, parce que les paysans chinois enterraient ses défunts dans son champ, et c'était les sépultures familiales. Et ces sépultures, le régime communiste chinois les a fait détruire, purement et simplement. Et ça a été un réel traumatisme pour le paysan chinois. Et moi, quand je suis allé en Chine en 88, j'ai vu qu'on recommençait le paysan chinois retrouvait la liberté de d'enterrer ses défunts, de ses ancêtres, le culte des ancêtres, d'enterrer ses ancêtres dans son champ. Eh bien, de la même manière, on a chassé les ancêtres des villes et des villages français à l'extrême fin du XVIIIe siècle, Paris, où la chose a été très active. Il y a eu pas mal d'émeutes, des populations qui refusaient de voir partir leurs morts. C'est comme ça qu'on a vidé le cimetière des Innocents à Paris et on a transporté tous les squelettes dans les carrières de Montrouge, à l'époque en dehors de Paris. Maintenant c'est dans Paris, mais à l'époque c'était en dehors de Paris. Et on a appelé ça les catacombes. Et c'est pas des catacombes, ce sont des carrières où on a entassé des ossements. Et donc là aussi, on voit revenir l'Antiquité, on voit revenir les phobies de l'Antiquité, parce que c'est une phobie.
pour une fois, c'est un terme qu'on peut employer correctement, c'est une phobie du mort. On voit revenir la phobie du mort qui caractérisait l'Antiquité romaine, on la voit revenir au XVIIIe siècle pour des raisons hygiéniques. On accuse les morts d'être à l'origine des épidémies. Alors, le scientisme du XVIIIe siècle est quelquefois très grotesque, il faut bien le reconnaître. Le murant Paris rend Paris murmurant, l'enceinte des fermiers généraux. Sous Louis XVI, la royauté décide d'entourer Paris d'une muraille qui doit faire 7 mètres, 6 mètres, 7 mètres de haut. C'est pas un mur d'enceinte, c'est une enceinte fiscale. Il s'agit simplement d'empêcher les contrebandiers de passer facilement. Et Vicq d'Azir, membre de l'Académie des sciences, a protesté publiquement dans un discours à l'Académie contre ce mur en disant qu'il allait en gênant la circulation de l'air, il allait favoriser les épidémies dans Paris. L'argument médical était employé à tort et à travers, et dans certains cas de manière ridicule. On peut déjà voir la peur de la mort s'installer de plus en plus, suite justement à la déchristianisation. Ah oui, absolument. Absolument. D'où une terreur fascination. Alors on va continuer sur un autre point. Bon, tout d'abord, petite incise, c'est passionnant. Mille merci, cher Jean-Louis Harouel. Vraiment, mille merci. Alors maintenant, on va peut-être évoquer l'urbanisme au XVIIe et XVIIIe. Alors là, j'ai 3 points qu'on pourrait aborder en une question, une grande question. Alors, évidemment, le XVIIe, XVIIIe voit arriver, pardonnez-moi, les Lumières, l'idéologie des Lumières, le progressisme. Vous évoquez aussi, je crois, un architecte qui, semblerait-il, vous utilisez le conditionnel, ferait partie d'une loge maçonnique. Oh oui, bien sûr, ils étaient tous voilà, maçons. très bien. Alors, Ils étaient tous maçons. Fin 18e, on était maçon comme on est maintenant membre du Rotary. très bien. Alors, je voulais juste encore ajouter peut-être 2 points. Peut-on opposer aussi peut-être à l'urbanisme de la Grèce antique, et puis en sa continuité avec l'urbanisme médiéval, je dirais, une conscience de l'importance de la mesure, avec cette conjugaison des mathématiques et de la philosophie, et puis un urbanisme du XVIIIe, qui est plutôt un urbanisme de démesure, de scientisme, de progressisme, et puis même d'hygiénisme, vous venez de l'évoquer à l'instant. Et peut-être le dernier point, qui peut-être chapeauterait cette question, peut-on parler d'architecture révolutionnaire? Alors écoutez, non. On ne peut pas parler d'architecture révolutionnaire, c'est totalement impossible. L'activité principale de la révolution en matière d'architecture, c'était de détruire. Il n'y a pas d'architecture. Ah bah. Il n'y a pas d'architecture révolutionnaire. En revanche, ce qui est assez extraordinaire, c'est que sous Louis XV, sous l'influence de la redécouverte de la Grèce archaïque, c'est-à-dire des temples de Paestum, de Sélinonte, d'Agrigente, sous Louis XV, les architectes français, envoyés à l'école de Rome, envoyés à l'Académie de France à Rome par le marquis de Marigny, ont ramené ces formes magnifiques et splendides, solennelles, austères, grandioses, ces colonnades gigantesques, ces colonnes doriques sans base, ces chapiteaux en galettes écrasées, toutes ces choses splendides. Et ça a donné le Louis XV, deuxième manière. Parce qu'il y a 2 styles Louis XV. Il y a un style Louis XV première manière qui est léger, frais, frivole. Et il y a un style Louis XV deuxième manière qui est gravissime, qui est déjà plein d'austérité, plein de vertu. Le serment des Horaces de David, il est de 87, il n'est pas de 91. Et c'est déjà la Révolution. La Révolution, elle a été dans les esprits, à cause de tout ce discours vertueux qui va tellement imprégner Rousseau et que Rousseau va tellement développer, et que les Jacobins vont mettre en œuvre de manière tragique. Eh bien, disons que le règne de Louis XV, inspiré par la Grèce archaïque, inspiré par parce que la Grèce archaïque, c'est aussi la mythologie de Sparte. La vertu, toujours la vertu.
cette mythologie vertueuse qui se traduit en architecture par ce Louis XV monumental et grandiose, deuxième manière, va faire le décor de la Révolution. Ils ont inventé le décor de la Révolution. La Révolution, au fond, elle s'est coulée dans un décor qui avait été conçu sans le savoir pour elle. Mais il faut bien le dire, dans un climat de pensée politique, de pensée philosophique et politique et morale, une certaine partie des Lumières, qui au fond était en accord avec ce décor et qui ne pouvait que déboucher sur la Révolution. Donc il y a une corrélation non voulue mais indiscutable entre ce décor de la Révolution et la Révolution. Sauf que ce décor de Révolution, il a été construit en grande partie sous Louis XV. Et Louis XVI avec l'enceinte des fermiers généraux. Alors, par rapport justement à cet urbanisme du 17e et 18e, peut-on parler déjà d'un certain déclin, tant au niveau esthétique que de la mesure, notamment à cause du progressisme et des Lumières? Peut-être, peut-être. Ça dépend. Je dirais que j'aurais du mal à donner des réponses générales et tranchées. Ce qui est certain, et on le voit, alors, si vous voulez, moi je pense par exemple à cette affaire de cimetière. Ce qui me paraît grave, ce qui me paraît nouveau, c'est ce systématisme. Enfin, disons, ce que j'aurais tendance à inculper un peu, c'est ce systématisme. Bon, il est clair, tout est parti pour les morts à Paris, tout est parti du cimetière des Innocents. Il est clair que le cimetière des Innocents, on ne pouvait plus le garder. En tout cas, on ne pouvait plus y enterrer, c'est clair. On ne pouvait plus y enterrer, c'est clair. Il était dans une ville qui dépassait les 500 000 habitants et dans des quartiers absolument surchargés, humainement surchargés. Ce cimetière était infiniment insuffisant. Et il n'était pas question de développer. Vous ne pouvez pas, dans ce quartier, développer ce cimetière ou en créer un nouveau. Donc il est certain qu'il fallait arrêter d'enterrer aux innocents. Bon, les sépultures des églises n'ont jamais fait de mal à personne, sauf peut-être un cas particulier ou deux. C'est le côté systématique, c'est le côté on s'affole et on prend des grandes lois. Bien sûr qu'il fallait fermer le cimetière des Innocents, mais c'est pas pour autant qu'il fallait déplacer tous les cimetières de toutes les villes de France. L'Angleterre a gardé ses cimetières urbains. Moi, je suis pas allé en Angleterre depuis 40 ans, mais quand j'y allais dans les villes anglaises, on voyait très bien qu'il y avait toujours l'ancien cimetière qui était là. Je pense qu'on n'y enterrait plus, c'est vrai, mais il était toujours là. Les vieilles tombes du 18-19e étaient toujours là. C'est ce côté systématique qui me frappe plus que le fait que, bon, à mon sens, dans certains cas, c'est évident, il fallait fermer le cimetière des Innocents. Pour vous donner un exemple, dans les caves des maisons, parce qu'il y avait des maisons riveraines, dans les caves des maisons riveraines, les murs des caves s'effondraient et effectivement, des courants de décomposition arrivaient dans les caves. Bon, il est clair, il y avait un problème d'ordre public. Sur d'autres points, en réalité, ce gigantisme, moi, je ne le vois apparaître que à la fin du règne de Louis XVI et au moment de la Révolution commençante. Les places Louis XIV sont des places raisonnables, belles. Les places Louis XV sont des places raisonnables et belles. J'ai par exemple ici l'image de la place de la... Les maisons, quand on a reconstruit Rennes, Rennes a brûlé en 1720, quand on a reconstruit Rennes, on a donné aux habitants ce modèle pour reconstruire leur maison. Bon, évidemment, c'est un modèle urbain plus urbain que ce qu'il y avait antérieurement, mais ça reste tout de même raisonnable. La place de la Concorde, la place Louis XV, la voici. C'était un ensemble urbain assez harmonieux, qui n'avait rien non plus de gigantesque. En revanche, si la Révolution n'avait pas eu lieu, il y avait des projets de place Louis XVI. Et notamment, il y avait à Bordeaux, à l'emplacement du jardin qu'on appelle maintenant les Quinconces, il y avait une forteresse qu'on appelle le Château Trompette. Il avait été décidé de la raser pour faire une place Louis XVI.
Et cette place Louis XVI, qui se serait appelée la place Ludovise, elle était vraiment gigantesque, démesurée, avec d'immenses façades, des arcades reliant les façades et des rues qui partaient sous ces arcades. En plus, cet urbanisme du XVIIIe siècle, il a été très pragmatique. Il a été très pragmatique. C'était l'urbanisme c'était un urbanisme dans lequel l'argent public n'était pas indéfini et où on n'en disposait pas à volonté. Heu, le roi Ladurie a qualifié l'urbanisme du XVIIIe siècle d'urbanisme frôleur. Urbanisme frôleur parce que c'est un urbanisme essentiellement de la périphérie. On ne touchait pas au centre-ville. La ville du Moyen Âge, elle était là. Simplement à la périphérie, comme c'est un urbanisme qui a été rendu, enfin, pour simplifier, c'est un urbanisme qui a été rendu possible par le fait que le XVIIIe siècle a été en France le seul siècle de sécurité. Pendant presque 100 ans, il n'y a pas eu d'armée étrangère sur le sol français. Ça n'a été jamais arrivé dans l'histoire. Pendant presque 100 ans, il n'y a pas eu d'armée étrangère sur le sol français. Ce qui fait qu'on a démoli les fortifications des villes. Sinon, une ville ne pouvait pas subsister sans fortification. Ça a commencé avec Paris, quand Louis XIV a fait démolir les fortifications de Paris en 1670 et installé à la place des boulevards. Et puis le phénomène s'est répandu à travers la province. Et sauf dans les zones véritablement à la frontière, dans les zones vraiment menacées directement en cas d'invasion, bien partout, dans cette ambiance de sécurité intérieure sans précédent et sans suite, eh bien, on a démoli les remparts. Et comme on a démoli les remparts, on s'est trouvé à la tête d'un patrimoine foncier considérable disponible, les fortifications démolies, les fossés comblés et les glacis, ces zones en principe non édificantes à la frontière, à la périphérie des villes. Donc on a eu des hectares et des hectares et des hectares de terrain disponibles. Et bien souvent d'ailleurs, ce n'est pas avec de l'argent public qu'on a construit sur ces terrains, mais avec de l'argent privé. Alors, quelquefois, c'était la ville qui faisait elle-même les travaux de voirie et qui vendait les parcelles, mais certaines fois, grâce à cet argent public, grâce à ce patrimoine public, certaines fois, c'était des particuliers concessionnaires qui réalisaient un nouveau quartier. Et une bonne partie de l'urbanisme du XVIIIe siècle est un urbanisme comme ça de concession. À Paris, par exemple, le théâtre de l'Odéon, qui était le théâtre des comédiens français, à l'emplacement de l'ancien hôtel de Condé, il a été construit sur des plans approuvés par le roi, par des architectes choisis par le roi, mais il a été bâti par des particuliers qui avaient fondé une compagnie concessionnaire et qui ont fait ce théâtre. L'argent public était rare. Donc c'est un urbanisme, dans ses rêves, il est démesuré. Mais dans ses pratiques, il est très pragmatique, très réaliste. Alors, c'est le doux. Le délire, c'est le doux. Le sublime est délirant le doux. Ça, c'est vraiment le délire. La Saline d'Arquestan, qui est un magnifique exemple d'architecture industrielle dans la vallée de la Loue, en Franche-Comté, dans l'ancienne comté de Bourgogne. Eh bien, ça, c'était une réalisation extraordinaire. Mais à partir de là, le Doubs a conçu un projet de cité idéale qui est, lui, vraiment totalitaire, libertaire totalitaire. J'aimerais que nous évoquions maintenant le baron Haussmann, hein, puisque vous évoquez justement son rôle important. Et j'aimerais citer dans ses mémoires un passage qui pourrait être assez intéressant. Chez nous, dans l'appréciation d'une entreprise publique, l'utilité prime la magnificence. Donc ça, c'est dans ses mémoires, mémoire du baron Haussmann, Grands travaux de Paris. Peut-être un peu plus loin. Alors là, c'est le préfet de la Seine les énonce tous deux, alors qu'il s'emporte à l'égard de ses détracteurs et de leurs objections qu'il juge infondées. Et je cite, « Que les étroites et tortueuses rues du centre fussent presque impénétrables à la circulation, sales, puantes, malsaines,
Ils n'en ont aucun souci. Que nos percements, nos prétendus embellissements aient doté vieux et nouveaux quartiers d'espace, d'air, de lumière, de verdure et de fleurs, en un mot, ce qui dispense la salubrité, tout en réjouissant les yeux, la belle affaire. Dans tous les cas, ce n'est pas la leur. Voilà. Donc il y a aussi évidemment la fluidification de la circulation, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce baron Haussmann et quel rôle a-t-il joué justement, puisque sauf erreur de ma part, il a été mandaté par Napoléon III pour justement agrandir ces grands boulevards parisiens. Quand on voit objectivement le Paris du baron Haussmann et qu'on le compare à des quartiers plus récents de Paris ou d'ailleurs, on se dit c'était rudement bien. Mais c'est vrai, quand on compare le Paris du baron Haussmann à des images qu'on peut avoir, des images soit gravées, soit photographiques qu'on peut avoir de quartiers qui ont disparu, on se dit c'est quand même malheureux. Mais il ne faut pas penser non plus que le baron Haussmann ait inventé cet état d'esprit. Cet état d'esprit pratique, ben, je dirais qu'il a marqué toutes les civilisations. Ce que vous venez de citer à propos du baron Haussmann, on pourrait le dire, je l'ai trouvé dans les archives sous la plume du contrôleur général des finances Horry, donc ministre des Finances de Louis XV, à propos de la ville de Lorient. Et il dit, pour des travaux qui doivent être faits à Lorient, surtout pas de décoration, de l'utilité, pas de décoration. Je vous ai évoqué tout à l'heure l'indifférence patrimoniale avec laquelle le gouvernement de Louis XV a autorisé les chanoines, des bons chanoines de Bourges, à faire sauter un bâtiment, une église du Moyen-Âge prodigieusement belle, la Sainte-Chapelle de Bourges, qui était une église extraordinaire du XVe siècle, qu'on a dynamité. On a dynamité en toute tranquillité d'esprit. Le nombre de châteaux, le nombre de chefs-d'œuvre empiriques, le nombre de châteaux qui ont été démolis à la fin du XVIIIe siècle parce qu'on ça faisait partie des domaines improductifs et coûteux. L'esprit, le primat de l'utilité sur l'esthétique, je dirais que c'est pas une invention d'Haussmann. Ce qu'on peut regretter chez Haussmann, c'est le côté par trop rigide de ces tracés qui ont été générateurs de la disparition d'un patrimoine quelquefois irremplaçable. On a du mal à imaginer le charme qu'a pu avoir l'île de la Cité. Alors, elle a été puante. Ça, c'est l'argument, je dirais que c'est l'argument que j'entendais encore dans mon adolescence. Les gens, et en France, dans mon entourage, partout, dans les gens que je rencontrais, vers 1960, moi j'ai travaillé comme bénévole sur les chantiers de restauration de l'association du Festival du Marais qui avait été fondée par Michel Rode. Maintenant, tout le monde trouve ça très bien, etc. Mais dans les années 60, c'était pas bien vu de tout le monde. Beaucoup de gens me disaient, oui, mais c'est moche, c'est crasseux, c'est puant. Et je disais, il suffit de le réhabiliter, d'équiper en tout à l'écoute, de réhabiliter. En fait, ce sont des quartiers qui ont une beauté intrinsèque, une qualité. Il est clair qu'on ne refera jamais. Nos civilisations sont devenues incapables de refaire parce qu'on a perdu ce miracle du travail de l'œil et de la main avec des matériaux beaux par nature. On l'a perdu, et on l'a perdu pour des raisons très simples. C'est parce que c'est devenu du fait de la productivité faible qui est liée à ce genre de travail, c'est devenu impossible. En plus, on a perdu les savoirs, on a perdu les intuitions, on a perdu le rapport aux matériaux. Donc toutes ces choses anciennes, toutes ces réalisations anciennes qui correspondent soit à des œuvres calculées, soit des œuvres spontanées, elles sont évidemment irremplaçables. Et moi, nos civilisations sont devenues incapables de refaire parce qu'on a perdu ce miracle du travail de l'œil et de la main avec des matériaux beaux par nature. On l'a perdu, et on l'a perdu pour des raisons très simples. C'est parce que c'est devenu du fait de la productivité
faible qui est liée à ce genre de travail, c'est devenu impossible. En plus, on a perdu les savoirs, on a perdu les savoirs, on a perdu les intuitions, on a perdu le rapport aux matériaux. Donc, donc toutes ces choses anciennes, toutes ces réalisations anciennes qui correspondent soit à des œuvres calculées, soit des œuvres spontanées, elles sont évidemment irremplaçables. Et moi, il y a effectivement un martyrologue de Paris, il y a un martyrologue de Paris qui est indiscutablement à mettre au passif du baron Haussmann. Baudelaire le disait, le vieux Paris s'en va. Le cœur d'une ville change plus vite que le cœur d'un mortel. Enfin, malheureusement, je ne retrouve plus ce vers de Baudelaire, mais c'est très beau. Pardonnez-moi, bon, c'est à retrouver. Et il y a cette merveilleuse gravure de Gustave Doré qui représente le départ du vieux Paris. Une charrette, on voit Gargantua sur une gigantesque charrette, on voit Gargantua en costume du XVIe siècle. Sa charrette nous sortent des tours de cathédrales, des tourelles d'hôtels particuliers, et on aperçoit au loin les tracés très, très élégants et très précis des immeubles de la place de l'Opéra. Le vieux Paris s'en va. Alors peut-être maintenant, il y a aussi autre chose, hein, donc on l'a évoqué, il y a la destruction des villes, il y a la construction en hauteur qui se fait progressivement et évidemment, construction en hauteur et en béton, toujours pour la technique, qui voit l'apparition de ces grandes mégalopoles, comme Los Angeles par exemple, Tokyo, New York. Alors peut-être Los Angeles, c'est encore autre chose puisque là, Los Angeles, ce sont des étendues de petites maisons, de petites propriétés privées, qui s'étendent tout autour de la ville. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Et puis évidemment, je pense qu'il est essentiel d'évoquer la fameuse charte d'Athènes, qui semblerait d'ailleurs tout à fait orwellienne, hein, puisque charte d'Athènes, mais visiblement ne respecte en aucun cas l'urbanisme de la Grèce antique et ce qui s'en est suivi par la suite. Exactement, elle lui tourne le dos, hein, elle lui tourne le dos. Oui, la charte d'Athènes. Alors, l'urbanisme de Los Angeles, il a été terriblement et cruellement mis à l'épreuve par les incendies de l'hiver dernier. Cette juxtaposition de maisons particulières, avec, semble-t-il, des ravins, de temps en temps, des ravins profonds où la végétation n'est pas nettoyée, et donc qui sont facteurs d'incendie. Bon, à l'époque où j'ai écrit ce livre, il n'était pas question du tout de tout cela. Mais les événements viennent quelquefois remettre en cause des choses qui paraissent indiscutables et aller de soi. La construction à hauteur, c'est vraiment la spécificité des États-Unis. C'est vraiment né aux États-Unis. C'est né vers 1880. Et avant le béton, c'est né avec l'acier, avec le fer et avec l'acier. Des gens comme Sullivan, des architectes comme Sullivan et le baron Genet. C'est l'école de Chicago. Ça a commencé à Chicago avant New York. On commence à faire des immeubles grâce à l'acier, au béton. On commence à faire, pas au béton, grâce à l'acier, on commence à faire des immeubles de 20, 30, 40, 50 étages. Et alors, c'est Manhattan. Alors, Manhattan, c'est quand même prodigieux. C'est quand même prodigieux. Moi, ce que je trouve prodigieux à Manhattan, et qui ne peut pas exister ailleurs, c'est le parcellaire. Parce que le parcellaire était fait pour des maisons de 3 étages. Il y a un plan d'urbanisme un règlement d'urbanisme de 1811 qui prévoit pour ces parcelles de Manhattan des maisons de 3 étages. Et là-dessus, on a fait des maisons qui font quelquefois 200 mètres de haut. Donc c'est une verticalité prodigieuse, vraiment prodigieuse. Une verticalité d'ailleurs qui disparaît quand on commence à avoir du recul par rapport à la rue, quand un immeuble de 200 mètres est au bout d'un terrain, il n'y a pas du tout le même côté de verticalité prodigieuse que je dirais qu'au fond, dans ses commencements, cet urbanisme de la hauteur, il a quand même eu des réussites assez extraordinaires. Ce qui est grave, c'est gravissime, c'est d'en faire un modèle mondialisé. Je dirais dans mon esprit, il aurait fallu que Manhattan reste une particularité, tout comme le vieux Paris, avec ses maisons de 25 mètres de haut ou de 30 mètres de haut, devait rester une particularité. Ou comme Berne doit rester une particularité, avec ses 3 enceintes successives et avec son extraordinaire continuité d'arcades sur toute la longueur de l'artère principale. Tout ça,
je dirais, ce sont des réussites. Ce sont des réussites extraordinaires. Et à partir du moment où on part d'une réussite ponctuelle, où on veut la mondialiser et en faire le parangon de tout, eh bien, 9 fois sur 10, c'est un échec. Je crois que il faut avoir une immense prudence, un immense respect envers le passé. Il ne faut pas s'interdire d'innover, mais il faut savoir que ce n'est pas en mondialisant un modèle qu'on aura forcément des réussites. Ah, peut-être juste quelques mots par rapport à la charte d'Athènes et puis évidemment à ces 2 faux architectes comme, Le Corbusier ou Fourier, par exemple. Peut-on dire qu'ils sont des criminels au niveau de l'architecture, en tout cas? Alors, Fourier n'est pas un criminel au niveau de l'architecture, c'est un criminel au niveau de la société, au niveau des idées politiques. Ce vieux garçon, je me rappelle encore mon cours d'histoire des idées politiques de Jacques Chevalier à Sciences Po, ce vieux garçon avec des manies de vieille fille. Ce vieux garçon avec des manies de vieille fille, eh ben, il a inventé cette unité d'invitation de 1600 personnes dans laquelle, au fond, c'est toujours la folie de la cité idéale. C'est toujours la folie de la cité idéale. C'est toujours l'utopie de Thomas More, c'est toujours la cité idéale de Platon, à laquelle on veut donner une consistance et en faire une cité socialiste, une cité communiste, une cité ce qu'on voudra. C'est là qu'est le crime. Sinon, Fourier, sur le plan architectural, Fourier était d'un grand classicisme, parce qu'au fond, le phalanstère, c'est Versailles dans la campagne. C'est un palais social, un palais au milieu des bois, des prés, de campagnes vallonnées, harmonieuses. Alors dans ce palais, il y a 1600 personnes qui y habitent et qui forment une harmonie, une unité harmonieuse, spontanée d'habitation, parce que les différents caractères humains y sont associés pour produire un monde parfait. C'est une antiville, c'est pas une ville, c'est de l'antiville. C'est totalement de l'antiville, puisque la ville sera intérieure au bâtiment. Les galeries, les corridors seront des grandes galeries à plusieurs étages, sur lesquels donneront les appartements. C'est ce que Le Corbusier va reprendre avec ses unités d'habitation, ou avec ses tours. Vous savez, dans le plan voisin 1925, Le Corbusier propose de remplacer tout le centre de Paris par un espace vert avec des tours de 200 mètres de haut. Chaque tour est une unité d'habitation. C'est de l'antiville. On refuse la ville, on refuse l'idée de ville, et on veut fragmenter la ville, casser la ville, en unités d'habitation qui chacune se suffit à elle-même. Et la ville en tant qu'ensemble n'existe plus. Là, c'est vraiment criminel. Les tours du plan voisin ou la cité radieuse, vous avez la rue Galerie de Fourier, là. Vous savez, on disait toujours le grand slogan de l'Union soviétique, c'est le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. Ah ben, Le Corbusier, c'est le Fourier plus le béton armé. Voilà, c'est vrai que Fourier plus le béton armé, c'est Le Corbusier. Sa cité radieuse, c'est la rue Galerie de Fourier, dans sa cité radieuse, qui est censée se suffire à elle-même et n'a pas besoin de ville autour. Il n'y a pas de ville autour, il y a l'unité d'habitation. L'unité d'habitation, ça remplace la ville. C'est la cité, c'est la néo-cité anti-urbaine. Alors peut-être un dernier point. Moi, j'y vois toujours à peu près les mêmes conclusions, peu importe le sujet. Alors peut-être que certains diront que je suis peut-être un petit peu obstiné par cela. Mais en tout cas, lorsque j'ai terminé l'ouvrage, alors évidemment, j'ai pris beaucoup de post-it, hein, mais au-delà de ça, vraiment moi la ligne la conclusion, ma modeste conclusion, c'est qu'il y a en effet une sorte de tabula rasa, hein, la fameuse table rase, même au niveau de l'architecture, comme une sorte aussi de réinitialisation de l'architecture avec les 2 auteurs que nous venons de citer et puis cette fameuse charte d'Athènes, qui n'est pas sans lien avec une déchristianisation, qui est quand même assez, voilà, qui est quand même, en tout cas moi de mon côté, qui est effrayante. Et puis vous avez une phrase dans votre conclusion: si bien que l'urbanisme progressiste a paradoxalement abouti au résultat même souhaité par Marx, qui préconisait, au nom d'une idéologie anti-rurale,
l'abolition de la différence entre ville et campagne par une urbanisation généralisée de celle-ci. Et puis il est vrai que nous sommes dans la période de l'indifférenciation, ou même de l'égalité, chose aussi que vous dénoncez dans une émission que nous avons faite aussi ensemble. Donc nous avons l'indifférenciation entre l'homme et la femme, avec le féminisme, l'indifférenciation de l'homme et de l'animal avec l'antispécisme, et puis l'homme et de la femme, on peut aussi évidemment évoquer le LGBTisme. Puis bon, après il y a tellement d'autres indifférenciations, mais là il y a une autre indifférenciation, pardonnez-moi, qui est l'idéologie antirurale préconisée par Marx, qui est l'indifférenciation entre la ville et la campagne. C'est tout à fait vrai avec cette folie de mettre la campagne à la ville et cette perversion de mettre la ville à la campagne. C'est tout à fait vrai, cette indifférenciation. Et pour en revenir à ce que vous disiez aussi tout à l'heure sur la tabula rasa, ce qui me frappe, c'est le refus de l'ornement. Ce refus de l'ornement qui a été tout au long des millénaires le propre de l'activité constructrice de l'être humain. On a voulu des ornements aux maisons, on a voulu des ornements au palais, on a voulu des ornements aux églises, on a voulu des ornements aux temples. Et ce refus de l'ornement qui est maintenant quand même très largement... Alors, il y a quelques transgressions, mais ça reste quand même extrêmement dominant, ce refus de l'ornement. Et c'est un appauvrissement esthétique qui correspond à, vous allez me dire que je pousse très loin, qu'on peut mettre en rapport avec la négation de l'image divine du Oui, christianisme. tout à fait, et de la profondeur. Là, tout est en surface. Non, en effet, le refus de la profondeur et des ornements, c'est tout à fait d'accord. Écoutez, cher Jean Lewel, je vous remercie 1000 fois, vraiment. J'espère peut-être venir prochainement à Paris pour que nous nous rencontrions. Mais voilà, je vous remercie vraiment 1000 fois. Je rappelle l'ouvrage que vous pouvez vous procurer certainement dans tous les très bons bouquinistes, et puis je mettrai quelques liens dans la description pour nos auditeurs. Donc, Histoire de l'urbanisme, avec évidemment tout ce que nous venons d'évoquer. Si vous avez aimé cette entrevue, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne. C'est très précieux. 1000 merci et à bientôt. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, chers amis, l'entrevue est terminée. J'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et si c'est déjà fait, je vous invite à aller dans la description pour vous rendre soit sur mon espace Patreon, soit sur mon espace Rejoindre, pour avoir accès à différentes entrevues avec des écrivains, essayistes ou encore éditeurs. Alors dans ces invités, vous avez eu Pierre Hillard, L'Abbé Riou, Serge Abad Gallardo ou encore Monsieur K. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne et mon travail. Je vous serai très reconnaissant. À très vite pour une prochaine entrevue. Et sinon, je vous dis évidemment, haut les cœurs et que Dieu vous garde.